Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette troisième édition du mois du retail. Bienvenue, merci de nous retrouver après cette soirée forcément très joyeuse que nous avons tous passée hier. Je vous propose qu'on continue ou qu'on termine cette semaine plutôt avec un programme qui est généreux, ambitieux. On va commencer dès tout de suite, j'ai envie de dire, avec Marc Lolivier en découvrant le baromètre du moral des e-commerçants, un baromètre qui a été réalisé forcément il y a quelques semaines, mais qui vous donnera un petit peu les tendances, des perspectives imaginées par les e-commerçants pour l'année 2021. Et puis nous parlerons de trois notions clés que sont la confiance, la transparence et la circularité avec Christelle Aignan et Guillaume Daroussez. Nous nous pencherons ensuite plus concrètement sur le social media dont on a quand même pas mal parlé déjà la semaine dernière. Cette fois-ci avec Arnaud Cabanis de TikTok, puis avec Élise Ducret, CMO de L'Oréal, qui viendra sur ce plateau ou qui sera à distance, mais avec Charles Dalibo, qui lui sera à mes côtés pour représenter Snapchat. Et puis nous parlerons commerce unifié avec Lisa Nakam, DG de Genac, et Brice Ohaillon, le fondateur de W Shop. Nous reviendrons ensuite sur l'importance des solutions de paiement, cette fois-ci appliquées au marché de la seconde main, avec un workshop qui sera animé par Cofidis Retail et Wikicampers. Et puis vous retrouverez pour les habitués Alexis Dugard de Business First, avec Pascal Lanoux, CMO du groupe Skipper, et Majda Chaplin pour l'interview durable de cette semaine avec Julien Le Bescon, Digital Marketing Director de Fnac Darty, un programme donc assez riche pour cette troisième édition. Sonia, bonjour. Bonjour Charlotte. Donc effectivement, le troisième chapitre en fait, de cette édition du mois du retail, avec un programme très riche. Sur les deux premières sessions, on a eu beaucoup de retours de clients et de la communauté qui nous ont fait part de leur satisfaction sur tous les échanges qu'ils ont pu avoir, les partages d'expériences, des nouveaux noms qui sont sortis, que l'on ne connaissait pas encore en termes de pratique. Donc c'est riche. Ça fait partie aussi de la mission des one-to-one, justement, de continuer dans cette... d'être un acteur sur les projections, les tendances, les innovations. Exactement, exactement. Ça fonctionne bien aussi sur la plateforme. D'ailleurs, on rappelle que les interactions sont les bienvenues. N'hésitez pas à poser des questions à tous les speakers qui se succéderont sur ce plateau et à interagir, bien entendu, directement entre vous. Exactement. Donc, en fait, il y a une plateforme qui a été mise en place, qui est simple d'utilisation, à la fois pour suivre le live, mais aussi pour networker dans la mesure du possible. Il y a donc dans la rubrique gauche, Social Area, des groupes de discussion. Donc, surtout, n'hésitez pas à y participer. Il y a différentes thématiques. Il y en a deux, notamment, qui concernent en fait le mois du retail, savoir quels sont finalement les sujets majeurs qui vous ont marqué, et un autre qui s'appelle la conf de rédac, qui permet à tout à chacun justement de pouvoir participer à ce que sera en fait le programme du one-to-one du mois d'octobre prochain, puisque en fait la prochaine session, ça y est, en présentiel, est annoncée pour le 26 au 28 octobre 2021. À Monaco. À Monaco. Dans les couloirs du Palais cette fois-ci. Exactement. Voilà. Très bien, donc on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la quatrième et dernière session de ce mois du retail. Oui. Quatrième session la semaine prochaine. Je vous laisse profiter surtout de cette riche matinée avec plein d'échanges extrêmement inspirants et avec des super speakers. Eh bien, on commence tout de suite en retrouvant Marc Lolivier. Bonjour Marc. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu ? Écoute, comme on peut aller le lendemain d'une annonce de confinement, mais on va essayer de garder le moral. Oui, alors très bien, puisque ce sera en plus le sujet de nos 20 prochaines minutes. Merci déjà d'être avec nous, puisque le baromètre tant attendu est tout chaud, vous venez de le recevoir. Exactement. Pas encore publié, ou alors il est en train de l'être en parallèle sur LSA, donc on aura l'exclusivité ou la primeur de ces résultats. Avant d'en parler, est-ce que tu peux peut-être nous dresser un petit bilan de cette année 2020 et de ce que toi tu as perçu auprès des e-commerçants que tu accompagnes? Bien sûr. Alors, une année 2020, bien sûr, exceptionnelle pour nous tous. Et bien sûr, pour le e-commerce aussi, qui a dû s'adapter à cette situation tout à fait inédite. Et je voudrais vraiment saluer tous les collaborateurs dans les sites, et également tous les prestataires, parce que c'est vraiment toute une chaîne de valeur qui a permis au secteur de
continuer de s'adapter. On a eu cette capacité de résilience qui caractérise le e-commerce extrêmement forte. Et vraiment, je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est grâce à eux, effectivement, que le secteur a réussi à travers cette période difficile. Alors, le bilan, rapidement, c'est un bilan quand même positif, une croissance de 8,5%. Ouais. On sait que le PIB français va reculer de 8%. Donc, on est dans cette situation-là plutôt privilégiée. Alors, 8,5%, c'est un peu moins que l'an passé. On avait fait 11%. Alors, la raison, c'est que les services, quand même, et là, je voudrais avoir une petite pensée pour nos amis du e-tourisme, ont vraiment beaucoup souffert. En revanche, les ventes de produits, elles ont beaucoup augmenté, avec 112 milliards donc, et une croissance de 30%. Mais au-delà de ce bilan, qui est un bilan important, bien sûr, qui situe un petit peu les choses, 2 enseignements qu'il faut retenir. Le premier, c'est que le e-commerce a permis quand même à des millions de Français de continuer à s'alimenter, à s'équiper, à s'occuper aussi, parce que je crois que c'est des périodes qui sont très difficiles. Donc c'était vraiment important et un rôle d'utilité sociale qu'il faut quand même souligner. Et puis il a permis aussi à des milliers d'entreprises quand même qui ont dû être fermées pendant les périodes de confinement, de continuer leur activité. Ça va être encore le cas malheureusement dans les régions confinées aujourd'hui. Le e-commerce va servir d'amortisseur économique, donc ça aussi c'est vraiment très important. Donc un secteur qui a joué un rôle important, à la fois qui a permis à des entreprises de traverser cette crise, et je crois aussi, parce qu'il faut parler aussi un peu d'avenir, qui sera un levier de la reprise, parce que les habitudes des consommateurs ont changé, et on va voir que le digital va être de plus en plus présent. Bien sûr, les habitudes vont être inscrites dans la durée. Avant qu'on découvre un petit peu justement ce que les e-commerçants imaginent pour l'année à venir, est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu, un petit point méthodo sur l'étude, nous rappeler quels sont les profils des répondants? Je crois que tu as réalisé l'étude là, il y a exactement un mois, c'est ça? Voilà, entre le 4 février et le 10 mars, donc les résultats sont tout chauds et on avait à cœur de vous les présenter dans ce mois du retail, c'est important. Ils vont être publiés dans leur globalité début avril, mais aujourd'hui on va vous livrer vraiment en avant-première les premiers enseignements qu'on tire de ce baromètre. Un baromètre qui a 2 objectifs. Le premier, c'est vraiment d'interroger les dirigeants de sites pour voir un petit peu dans quel état d'esprit ils sont, comment ils abordent l'année. Donc une représentativité, tous les secteurs, tous les types d'entreprises en termes de taille, mais toujours des dirigeants, donc des responsables d'entreprise qui vont nous livrer un petit peu leur vision. Okay. Et puis le deuxième objectif cette année, c'est évidemment de mesurer un petit peu l'impact de cette pandémie sur le moral des e-commerçants. Mais oui, année exceptionnelle, objectif exceptionnel, on l'imagine. Le moral, du coup, est au beau fixe. Et comment est-ce qu'il est? Ou peut-être qu'on peut d'ailleurs commencer par prendre la température. Dire, si tu me passes la zapette, je vais pouvoir récupérer. Très bien. Et comme ça, je te propose de faire autre chose, c'est de croiser un petit peu ces données qui datent du 10 février avec celles du 19 mars et de sonder le moral des commerçants et des e-commerçants qui nous regardent. Alors la première question que pose le baromètre de la FEVAD, c'est comment les e-commerçants abordent-ils 2021? Alors comment vous abordez-vous 2021 à l'aune des nouvelles d'hier aussi, mais pas seulement? Êtes-vous donc plutôt optimiste? Êtes-vous plutôt pessimiste? Ou êtes-vous neutre, entre guillemets? Et en attendant d'avoir la réponse de ce matin, on va vous donner déjà celle que nous avons restituée, en tout cas les dirigeants de sites de e-commerce. Et je dois dire c'est vrai, on a de la chance parce qu'on a quand même un vent d'optimisme qui souffle sur le secteur, un vent qui est d'ailleurs assez fort puisque effectivement l'indicateur, c'est un baromètre qu'on fait depuis 10 ans, donc c'est la 10e année aussi qu'on fête cette année, extrêmement élevé, puisqu'on a plus de 90% des e-commerçants qui sont confiants dans l'avenir, qui sont optimistes, et un taux de répondants plus optimistes que l'an dernier qui monte à 68%, et c'est vraiment le score le plus haut qu'on ait atteint au cours de ces 10 dernières années. Donc un optimisme vraiment très important et encourageant en ces temps particulièrement difficiles. J'imagine. Est-ce qu'ils sont aussi confiants ou optimistes quand il s'agit de leur propre business, ou est-ce que c'est seulement pour le marché au global? Alors, on va le voir tout de suite, ils sont même encore plus optimistes. Pour leur entreprise, on est à 96% de personnes qui sont optimistes. Et donc, on voit effectivement que cet optimisme dans l'avenir du e-commerce, il se traduit aussi, bien sûr, vis-à-vis de leur entreprise. Et la raison de cet optimisme, c'est qu'ils sont confiants aussi sur la progression du chiffre d'affaires, puisque vous voyez qu'on a pratiquement 80%, plus de 80% des e-commerçants qui pensent que leur chiffre d'affaires va croître.
et pour 30% d'entre eux, ils s'attendent à une forte croissance. J'ajoute que ce n'est pas simplement le chiffre d'affaires, c'est aussi la performance financière, puisque 70% d'entre eux nous disent que leur performance financière devrait continuer à progresser au cours de cette année. Donc c'est quand même des éléments extrêmement positifs pour l'avenir. Y compris sur les secteurs qui ont surperformé cette année, puisque par exemple on peut imaginer les catégories de la maison ou les catégories même de l'équipement informatique par exemple. C'est un des étonnements qu'on a pu avoir et en fait ça s'explique. C'est vrai que les secteurs où on a le plus de confiance, c'est l'alimentaire et l'équipement de la maison qui sont les secteurs qui ont le plus progressé. Alors on pourrait se dire oui, ils ont déjà beaucoup progressé. Ouais. En fait, 2 points. D'abord, il y a une dynamique et puis c'est des secteurs qui étaient un petit peu en retard par rapport aux autres, par rapport à l'électronique ou la mode et qui sont en rattrapage. Et on voit que cette dynamique en 2020 va se poursuivre très fortement en 2021. Et c'est un rattrapage qui a été dû justement, accéléré par cette année et la pandémie au global, ou est-ce que c'est d'autres acteurs aussi qui ont boosté Alors c'est un petit peu les deux. C'est vrai que sur l'alimentaire, on peut se dire finalement les magasins alimentaires étaient ouverts, et pourtant c'est l'alimentaire a progressé encore plus que le non-alimentaire. Sur le non-alimentaire, on a eu 2 temps. Le premier confinement, c'était plutôt l'informatique. Le deuxième confinement, c'était plutôt l'équipement de la maison. Et dans ce secteur de l'équipement de la maison, c'est vrai qu'on a vu arriver des challengers, des nouveaux acteurs et des pure players comme Mano Mano, par exemple, qui viennent effectivement dynamiser un petit peu le marché et qui entraînent avec eux tous les retailers, évidemment, qui veulent aussi participer à cette croissance du e-commerce. Bon, enfin, une bonne nouvelle. Exactement. Alors, vous avez l'habitude de croiser ces données avec des perspectives sur l'emploi qui se vérifient d'ailleurs année après année. Qu'est-ce que ça donne pour 2021 ? Eh bien, c'est en fait la vraie bonne nouvelle, elle est là, c'est que cette croissance, ces perspectives positives, elles vont se traduire en emploi. Puisque les e-commerçants qu'on a interrogés, à 57% nous disent que leurs effectifs vont augmenter au cours de l'année 2021. C'est d'autant plus remarquable qu'au cours de 2020, elles ont déjà augmenté pour plus de 50%. Donc plus de 50% des entreprises ont vu leurs effectifs augmenter en 2020 et 57% pensent qu'en 2021, ça va être à nouveau le cas. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'emploi. Et une bonne nouvelle qui va profiter à quelle typologie de profil ? Alors, en fait, tous les secteurs, tous les métiers, et on va le voir au niveau des investissements qui sont prévus, et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les prestataires, mais on voit que les métiers du marketing, de la logistique notamment, et de l'informatique vont être vraiment à l'honneur en 2021. Très bien. Et du coup, là, tu as justement des notions d'investissement par secteur à nous partager ? Oui, ça fait aussi partie des questions qu'on pose aux entrepreneurs pour savoir effectivement quels sont les investissements. Et d'abord, on leur a demandé surtout est-ce que la pandémie allait retarder leur projet d'investissement. Et je sais que la communauté est très sensible, c'est une information importante évidemment pour tous nos partenaires. Ouais. Et la réponse très clairement, c'est non, les e-commerçants vont continuer à investir. On a moins de 30% qui nous disent que la pandémie va retarder les investissements et au contraire, on en a 45% qui nous disent non, ça va même accélérer nos investissements en 2021. Donc bonne nouvelle. Et l'urgence aussi. Voilà, reste à savoir effectivement dans quel secteur les entreprises allaient investir et donc ce que nous permet de voir cette étude. On voit que l'IT reste en tête des priorités d'investissement. Comme en 2020. Comme en 2020, absolument, avec un volet sécuritaire sans doute qui va être très important. Et on sait effectivement que c'est un élément extrêmement important parce que ça touche, tu le disais tout à l'heure, un élément fondamental qui est celui de la confiance. On a en deuxième poste la publicité et la logistique. Alors la logistique qui a été vraiment mise à l'honneur et sollicitée pendant ce confinement. Et puis la relation client, le SAV, quelque chose de très important. Pourquoi ? C'est aussi une des nouveautés de ce confinement, c'est que les Français ont élargi les sites sur lesquels ils achètent. Ça, c'est vraiment très intéressant. On l'a vu avec plus de concurrence, plus d'offres, plus de temps aussi pour chercher. Et donc, la fidélisation est un élément extrêmement important. On retrouve aussi la RSE, dont on va parler tout à l'heure avec... La RSE est quelque chose de très intéressant parce que c'était le deuxième poste d'investissement l'an dernier. Donc les entreprises ont énormément investi en 2020. Et ce qu'on voit, c'est que malgré ça, en 2021, ça va rester effectivement un poste d'investissement très important puisqu'il arrive en 4e position, pratiquement au coude à coude avec la relation client.
c'est déjà en tout cas des projets donc à suivre. Voilà. Et puis sur les investissements, on voit quand même la publicité qui arrive en deuxième position. Et donc dans l'étude, on creuse sur les différents investissements. Mais j'ai voulu faire un petit focus sur la publicité parce que je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu quelles sont les nouveautés pour la publicité, avec une vraie nouveauté cette année, puisque les réseaux sociaux passent en tête des projets d'investissement. Pour la première fois. Pour la première fois. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés cette année. Je crois que vous allez avoir un représentant de TikTok qui va venir. Les réseaux sociaux aussi, parce que les gens ont passé beaucoup plus de temps sur Internet et donc sur les réseaux sociaux, notamment pendant les périodes de confinement. Évidemment, le référencement, alors qu'il soit naturel, donc SEO ou SEA, également très en vogue. Et puis la vidéo avec le live streaming notamment, qu'on a vu beaucoup, qui a été beaucoup utilisé. En revanche, c'est vrai que le brand content reste élevé, mais c'est un des secteurs qui est un petit peu en recul sur 2021. Ok, ça ce sont donc les projets d'investissement en ce qui concerne les innovations que les e-commerçants prévoient de pousser. Voilà, alors on va faire un petit peu les tops et les flops. Alors le top vraiment, là c'était très intéressant cette année, c'est le marketing prédictif qui arrive très loin en tête. On en a parlé la évidemment, semaine dernière. La data va être au cœur de la stratégie en 21, à la fois pour les pure players et les retailers. Tout ce qui touche à la logistique, on l'a vu, la logistique est vraiment fondamentale dans ces périodes avec des grosses tensions. Logistique, mais aussi reverse logistique, donc avec des colis connectés qui sont était déjà au programme l'année dernière. Absolument. Et puis le retour, comment on facilite effectivement la vie du client en permettant le retour dans la boîte aux lettres. Ça, c'est un élément aussi important. Et puis la réalité augmentée qui peut être utilisée soit en magasin, donc soit en e-commerce. Et là aussi, pas mal de projets dans les cartons chez les e-commerçants. On en parlera ce qui aussi marche avec Snapchat. Un petit peu moins bien, en tout cas qui est un peu moins la cote, c'est les assistants vocaux. On en parlait beaucoup il y a 2 ans. C'était vraiment le must. Là, on voit qu'il y a un petit peu de recul. La biométrie aussi, et c'est sans doute parce qu'on a des nouvelles solutions d'authentification, notamment avec la DSP2 qui arrive et qui vont sans doute prendre une part importante. Voilà, sur tout ce qui est authentification et puis la robotisation également des robots. Voilà. Sachant qu'en gris, donc, c'est déjà proposé. En gris, c'est ce qu'ils ont déjà proposé. L'intérêt de l'étude, c'est de voir ce qu'ils ont déjà en place et puis ce qu'ils veulent, ce sur quoi ils vont travailler sur les 2 prochaines années, ce qui permet d'avoir un peu une perspective sur la R&D et sur les investissements. Ok. Et les perspectives à l'international, est-ce qu'elles sont freinées aujourd'hui par justement la situation qu'on connaît ? Alors l'international, Charlotte, tu le sais, c'est très important pour les e-commerçants. Un chiffre quand même, 40% des e-commerçants font plus de 20% du chiffre d'affaires international. Donc autant dire que l'international reste un élément clé dans la stratégie des commerçants. C'est pas juste effectivement un pays en moyenne, ils sont entre 3 et 5 pays, donc c'est important. Et puis ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu les destinations préférées à défaut de pouvoir voyager. E-commerçants. Et donc à défaut de pouvoir se déplacer, on va regarder un petit peu ce top 3. Donc avec la Belgique, bien sûr, qui reste effectivement un petit peu le terrain de jeu favori des e-commerçants. L'Espagne qui arrive en 2e position et l'Allemagne qui cette année ravit la 3e place à l'Italie. En revanche, l'Italie, on voit dans les projets pour les 2 prochaines années, reste également très présente. Les pronostics sont serrés pour 2022. Voilà, à noter quand même le UK, bien sûr, l'effet Brexit, et on voit le Royaume-Uni qui descend dans notre classement année après année. Et puis peut-être un petit regret sur l'Afrique, puisqu'on voit que l'Afrique aussi est en recul. Et je pense que c'est important, il ne faut pas oublier nos amis du continent africain. Et on a un potentiel, je pense, de e-commerce aussi qui est important, qu'il faut essayer de valoriser. Quoi qu'il en soit, en tout cas, les perspectives chez les e-commerçants, là aussi, sont importantes pour 2021, puisqu'ils sont très nombreux à penser effectivement à plus de 50% qui vont avoir une croissance importante. Et donc, ça reste un levier de croissance important pour les prochaines années. Un optimisme donc très tangible qu'on retrouve aussi parmi les répondants au petit sondage du jour, puisque 80% d'entre vous êtes donc plutôt optimistes, très optimistes pour 2021. Bon, donc, pas mal. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être qu'il y en a des moins bonnes d'ailleurs. En général, l'étude pointe aussi du doigt les sources de préoccupation des e-commerçants.
Oui, c'est aussi le but de cette étude, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui les préoccupe et au contraire, qu'est-ce qui les porte à être optimistes comme on le voit ce matin. Alors les phénomènes préoccupants, on retrouve comme l'an dernier, la montée en puissance des plateformes d'importation situées en Asie, effectivement. Mais on voit que c'est une préoccupation qui est moins forte que l'an dernier. La préoccupation qui monte le plus cette année, c'est vraiment tout ce qui touche à la réglementation et à la fiscalité. Et je dois dire que les commerçants sont bien au fait des choses parce qu'effectivement, on a devant nous une avalanche de textes qui sont en préparation aujourd'hui. On a plus d'une dizaine de textes très importants qui vont vraiment impacter les secteurs. Et on sait que l'environnement réglementaire a un rôle aussi important sur la compétitivité et la performance des entreprises. Et la FEVAD, d'ailleurs, est là pour discuter avec les pouvoirs publics et les sensibiliser absolument. Et ensuite, appliquer ces textes-là qui sont importants. On a besoin d'une régulation, mais il faut qu'il soit une régulation qui soit équilibrée, adaptée. Mais on voit là qu'il y a quand même une inquiétude pour les e-commerçants. Et puis, évidemment, cette crise-là, elle a aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et c'est aussi là une source de préoccupation importante. En revanche, on voit que... La poursuite des mouvements sociaux, moins, étonnamment. Voilà, la poursuite des mouvements sociaux, un peu moins. Et puis la DSP2 aussi, qui est ce nouveau système d'authentification, qui inquiétait beaucoup les commerçants l'an dernier. Les choses sont en train de se mettre en place et on voit effectivement qu'il y a un peu moins d'inquiétude cette année. Et il y a un gros travail qui est fait là aussi par la FEVAD, notamment avec les acteurs de la monétique et des banques pour que ça se passe le mieux possible. Oui, les comportements de déconsommation qui font moins peur finalement que la baisse du pouvoir d'achat. Et on peut comprendre pourquoi. Bien sûr. Voilà. Après, il y a les bonnes nouvelles, parce qu'on ne va quand même pas finir par les mauvaises. Qu'est-ce qui, à l'inverse, enthousiasme ? Alors, l'enthousiasme, il est objectivé et les e-commerçants ont raison, c'est bien sûr l'augmentation du nombre de Français qui achètent sur Internet. Un chiffre, 42 millions de Français qui achètent sur Internet, c'est 1,5 million de plus que l'an dernier. C'est une progression importante par rapport aux années précédentes. Évidemment, ce sont des nouveaux clients qui arrivent, qu'il faut bien traiter, et donc notamment une bonne logistique et un bon service client. Et puis le mobile. Alors le mobile, c'est important parce que c'est vrai que le m-commerce, on s'était engagé sur plus de 50% du chiffre d'affaires fait en m-commerce. On a un petit peu pris du retard cette année. Alors, il faut bien donner l'explication. C'est vraiment lié au fait du voyage, du e-tourisme qui est en recul. Si on prend la vente de produits, le mobile a continué à jouer un rôle extrêmement important. Autre élément intéressant d'une autre enquête qu'on a réalisée, c'est l'équipement fourni par l'entreprise. On voit qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de Français qui nous disent qu'ils utilisent l'équipement professionnel pour commander aussi sur Internet, notamment sur le smartphone. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'il faut prendre en compte dans les projets d'évolution. Bien sûr. Et puis on le voit sur les investissements publicitaires. Le mobile, je crois, pour la première année, passé devant la télé et l'ordinateur. Si on cumule le display et les investissements, c'est absolument. Et sur le top 15 de e-commerce, le trafic mobile passe devant aujourd'hui le trafic de l'Internet fixe. Donc on sait que c'est encore quelque chose qui va continuer à se développer dans les prochaines années et certainement également une piste très importante pour les e-commerçants. Ok. En guise de conclusion, si tu regardes un petit peu les évolutions stratégiques qui ont été poussées par la situation, par la pandémie, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion aujourd'hui, un an plus tard ? Alors, 3 éléments importants. Le premier, on voit les investissements, une réorientation des investissements, notamment sur la logistique, très important, et sur la publicité. L'organisation du travail, là aussi un impact important. Sur le e-commerce aussi, lorsqu'on interroge les e-commerçants, ils nous disent que le télétravail. Alors c'est vrai qu'on a un secteur qui était assez paradoxal. On avait à la fois les entrepôts qui fonctionnaient en présentiel, là vraiment avec des gens qui étaient en première ligne et à nouveau il faut les saluer. Et puis dans les bureaux, les fonctions plutôt marketing qui étaient plutôt télétravaillées par rapport à d'autres secteurs. Et on sent que cette évolution-là va avoir des conséquences sur l'avenir, puisque plus de 1 e-commerçant sur nous dit qu'ils vont pérenniser certainement le télétravail. Avec des conséquences sur la surface, bien sûr, moins de surface parce que plus de télétravail. Donc on voit que c'est une vraie évolution qui nous attend. Et puis le troisième élément, là c'était un petit peu une surprise, c'est la RSE. La RSE, les e-commerçants nous disent non, on ne va pas arrêter, on va continuer et on va même
accéléré sur la RSE et sur tout le marché de l'occasion. On a vu les initiatives, la reboucle, etc. Ça bouge énormément. La RSE, c'est fondamental pour l'avenir du e-commerce pour 3 raisons. D'abord parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, parce que les collaborateurs aussi dans les entreprises demandent de plus en plus. C'est un élément d'attractivité pour les entreprises. Et aussi parce que les investisseurs, on a vu qu'il y aura beaucoup d'investissements, on aura besoin d'argent, on aura besoin de financement. Et les investisseurs aussi regardent avec beaucoup d'attention cette dimension RSE. Voilà. Donc, croisé avec la profitabilité. Mais justement, et je crois que c'est ça aussi la révolution à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est qu'on n'oppose plus la RSE et la rentabilité, la RSE et la performance. Au contraire, on pense que la RSE peut être un élément qui contribue à la performance. En tout cas, nous, on continuera avec la FEVAD et avec le mois du retail et avec Monaco One-to-One à militer pour un e-commerce qui soit à la fois plus durable, plus responsable et plus performant. Tant qu'il y aura des gens pour le penser, ça ira dans le bon sens. Merci beaucoup Marc, ça tombe bien puisque nos 2 prochains invités pensent exactement comme toi. En tout cas, c'est le cœur de notre conversation. On retrouve tout de suite Guillaume Darousse et Christy Lénion. Et merci Marc Lolivier. Merci Charlotte.